Bonjour, je m'appelle Marie-Françoise, épouse Ben Moussa. Je suis arrivée en Tunisie en 1970 et quelques mois après mon arrivée, j'ai été embauchée à l'Institut Salah Zaïz en tant qu'infirmière avec un contrat local. J'ai été mise pour m'occuper du service de chirurgie et en fait j'étais aussi plutôt polyvalente, c'est-à-dire que j'allais où on m'appelait faire des remplacements aussi bien au secrétariat qu'au bloc de temps en temps où j'ai fait très peu d'aide opératoire, j'ai fait tous les services quoi. Voilà. Je suis restée en chirurgie jusqu'à ce que le nouveau service de médecine soit fonctionnel dans le nouveau bâtiment. Donc j'étais chargée de m'occuper du service de chimiothérapie externe pour les malades qui venaient en ambulatoire et de surveiller aussi le petit service où il y avait les enfants hospitalisés. C'était 2 services mitoyens. J'étais chargée de jeter un œil dessus pour le bon déroulement des traitements des enfants. Pour les médecins, il y avait donc le chef de service, le professeur Nejib Mourali, il y avait Madame Taban qui était coopérante. Voilà. Donc je ne peux pas dire si elle était assistante, mais ce que je peux vous dire, c'était une dame performante et assez extraordinaire. Il y avait Madame Jaziri, Michel Jaziri, qui était aussi, je crois, coopérante, qui était en radiodiagnostic. Et il y avait professeur Elous, et avant, il y avait professeur Elous et professeur qui était en ORL, parce qu'il y avait le service ORL qui était quand même conséquent. Et d'ailleurs, il y avait une petite rivalité pour savoir qui opérerait les thyroïdes. La chirurgie disait c'est moi et l'ORL disait c'est lui, bien entendu. Voilà. Il y avait un laboratoire avec un chef de laboratoire au rez-de-chaussée, dans le nouveau bâtiment, j'appelle ça le nouveau bâtiment, c'est là où il y avait le laboratoire. Et je ne saurais dire où se faisaient les prélèvements avant. Et au sous-sol, alors au sous-sol quand même, il y avait la pharmacie, il y avait le service de radiothérapie en bas et il y avait le stock des dossiers. Pour le service Anapat, il y a une sommité qui s'appelait Madame Vogt, qui est venue de Gustave Roussy, qui a ouvert le service et elle a d'ailleurs formé Dr Kamoun. Et c'était un service, disons, de pointe pour l'époque, parce que c'était une dame qui était très réputée et très connue dans son domaine. Voilà. Il y avait des comités, bien sûr, où on assistait, comme certainement maintenant, le chirurgien, le radiothérapeute, l'anapath aussi, mais pas toujours l'anapath, hein, c'était moins fréquent. En tout cas, il y avait minimum 2 à 3 personnes. Voilà. Et bien sûr, le malade faisait sa consultation et la décision était prise quant à son traitement. Le malade, après, revenait pour son traitement et quand il avait de la chimiothérapie, il passait sa consultation, on faisait l'ordonnance, il allait à la pharmacie prendre son traitement et il montait donc au premier étage où nous avions la salle de préparation et où nous faisions les chimiothérapies. Il y avait des lits où elles pouvaient s'allonger, où les malades pouvaient s'allonger, mais la plupart d'entre elles étaient pressées de repartir parce que soit elles avaient des enfants, soit elles avaient un long trajet à faire. Ne pas oublier que les malades venaient de toute la Tunisie, et d'ailleurs avec beaucoup de peine. Alors je reviens un petit peu en arrière pour dire qu'il y avait des consultations de carcino qui étaient des consultations avancées à Sfax. Alors tous les mois ou tous les mois et demi, il y a un quart qui partait à Sfax avec Madame Taban qui faisait toujours plus un ORL généralement. C'était les 2 spécialités et un médecin éventuellement. Et on allait voir les malades dans des dispensaires des différentes régions là-bas. Et les malades il n'y avait pas de structure
à Sfax, donc tous les malades montaient sur Tunis. Et la plupart du temps, c'est moi qui préparais. Nous étions peu nombreuses, nous étions 2 ou 3. Donc souvent, je piquais et j'allais préparer. Et je faisais souvent les préparations pour tout le monde. C'était assez sommaire, disons. Nous n'avions pas de gants. Mais par contre, nous avions du matériel à usage unique, des seringues en plastique, qu'il n'y avait pas ailleurs. Parce que nous étions en train de bénéficier, heureusement, d'un petit apport financier pour les essais thérapeutiques qui nous fournissaient donc ce matériel à usage unique. Alors tout le monde nous jalousait, mais enfin je crois que ça a quand même été bien pour les malades de chimiothérapie. Alors on préparait notre chimiothérapie dans des conditions, je vous ai dit, assez précaires, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de gants, pas de bavettes. Voilà, on présentait, on faisait quand même très attention à ce que notre plan de travail soit désinfecté, soit propre, mais enfin, c'est tout ce qu'on pouvait et c'est tout ce qu'on nous demandait à l'époque. Les médecins avaient fait leur mise au point avec les fameuses petites cartes perforées qui servaient. Et c'était les essais cliniques, c'était soit chirurgie, soit radiothérapie tirée au sort pour les seins en PF. Par ailleurs, pour tout ce qui était essais thérapeutiques, on prenait bien l'adresse des malades et on leur écrivait pour savoir où elles en étaient, quand on n'avait pas de nouvelles, qu'elles ne revenaient pas, et on se déplaçait jusqu'à leur domicile, ou en tout cas dans les municipalités, pour savoir si elles étaient décédées ou pas. Alors ça, c'était avec nos voitures personnelles, ou avec l'ambulance de Salah Zaïz, dont les phares tenaient avec du sparadrap. Je le signale quand même à l'époque. Voilà, je ne sais pas si ça ne changeait pas. Voilà. Donc Madame Bailly se déplaçait avec moi, puisque j'étais en charge. Et donc on arrivait à récupérer des malades, à les faire revenir en consultation, etc. Ah ben c'est elle qui faisait tout. Et tous ces malades étaient tous les malades qui y venaient, qui étaient dans les essais thérapeutiques, et même d'autres, étaient sur ces fameuses petites cartes perforées, qui étaient quand même qui étaient très performantes pour perforer et performantes d'ailleurs, hein, pour avoir des résultats. Et c'est elle qui nous sortait des résultats qui étaient bien, je pense, hein, à l'époque. Voilà. Et on a commencé à avoir d'ailleurs des machines à écrire. Hein. Quand est-ce que ça a été informatisé? Ça a été informatisé, mais bien tard, passé les années 80, je crois, le service. Quand il y a eu les essais thérapeutiques pour le cancer du sein en particulier, donc nous avions du matériel et là on a posé les sites implantables. Je ne sais pas, ça s'appelle comme ça, oui encore, bien sûr. Et c'est nous qui piquions les malades, ce n'était pas le médecin, c'est nous qui placions les aiguilles. On nous avait appris, alors on faisait quand même très attention, pour ça on faisait très attention, avec des gants. Et le malade était un petit peu isolé dans cette grande salle par des rideaux. Voilà. Madame Taban, qui était en charge des essais thérapeutiques du cancer du sein, montait dans cette salle et elle voyait ces malades particulières derrière ce rideau avec interrogatoire. Voilà. Et moi, je me chargeais, j'avais une machine très sommaire, il n'y avait pas les claviers qu'on a maintenant. Je tapais les résultats sanguins et ce qu'elle avait dit éventuellement, ou elle écrivait directement sur le dossier. Les dossiers étaient bien tenus à l'époque parce que presque tout était tapé à la machine, donc c'était lisible par tout le monde. Ils ont été beaucoup moins lisibles quand chacun a mis son écriture. Ça, c'est l'écriture de médecin est bien connue, en tout cas, voilà, même à l'époque. Dans les années 80, il y a eu l'association contre le cancer qui a été fondée, sous l'égide un petit peu du docteur Benayed. Alors c'était quand même un grand pas en avant, parce que les malades qui venaient de l'extérieur pouvaient trouver gîte et couvert. Ils trouvaient un repas avant de partir et on leur donnait un petit peu des tickets de transport. Voilà.
C'était quand même quelque chose. Et les malades qui devaient rester plusieurs jours, avec souvent les enfants, qui restaient 4-5 jours, étaient logés avec leurs parents qui les accompagnaient là-bas. Donc tout ça subventionné pour la plupart par des dons de famille, de malades reconnaissants, etc. Et c'était géré par des sœurs. Parce qu'à l'Institut, à l'époque, il y avait des sœurs qui faisaient du bénévolat. Alors des sœurs canadiennes, d'ailleurs, et des sœurs qui venaient de France. Ben, écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que les jeunes avaient la foi que nous avions à l'époque, parce que tout le monde avait la foi, et tout le monde avait à cœur que cet institut se développe. Les médecins qui y travaillaient étaient vraiment exceptionnels. Je pense que ça a continué parce que pour suivre cette voie, je crois qu'il faut d'abord beaucoup de connaissances et beaucoup de cœur. Et il faut vraiment se donner à fond. Et moi, j'admire les médecins qui ont pris cette spécialité parce que je pense que ça demande beaucoup de courage. Les infirmiers aussi avaient quand même du courage parce qu'il fallait affronter quand même des choses assez dures, assez pénibles, mais tout le monde y mettait du sien. Et malgré que nous n'ayons pas l'informatique, malgré que nous n'ayons pas les téléphones portables, on arrivait à communiquer, on arrivait à faire avancer les choses. Et en 20 ans, moi j'ai vu déjà en 20 ans l'Institut se transformer. Au départ, on faisait nos statistiques avec les cartes perforées et à la fin, les ordinateurs, tout était là, quoi, tout était en place. Et je n'ai malheureusement pas vu les nouveaux bâtiments. Donc je ne voudrais pas reconnaître, bien sûr, mais je pense que le personnel a la même foi, a le même dévouement et a la même approche pour les malades. Parce que moi, ma conclusion, c'est qu'on soigne le malade, on le soigne aussi bien par les médicaments qu'avec des bonnes paroles, qu'avec le cœur. Ça, c'est certain.